Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre nouvelle conférence en ligne. Je vous le rappelle, diffusée chaque vendredi à partir de 17h30 sur notre chaîne YouTube et diffusée en partenariat avec le réseau Neurex. Cette fois, nous allons parler odorat. L'odorat, mais plus particulièrement de ce que l'on appelle en termes savants l'anosmie, c'est-à-dire la perte d'odorat, qui fait, vous le savez, beaucoup parler d'elle en ce temps de Covid, mais notre intervenante va sans doute nous dire que la perte d'odorat n'est pas seulement due à cette pandémie, il y a sans doute d'autres causes pathologiques. Comment cette perte d'odorat se répercute dans le quotidien des personnes atteintes par cette pathologie, les patients éprouvent souvent, on le sait, moins de plaisir à manger. Ils sont privés de repères olfactifs et voient leur cadre de vie fortement perturbé au point d'en devenir handicapant. Une anosmie prolongée n'a-t-elle pas d'ailleurs aussi de sérieuses conséquences psychologiques, physiologiques chez les individus qui sont touchés? Autant de faits, autant de questions que nous allons, je l'espère, traiter avec notre invité du jour, Coralie Mignot, docteur en neurosciences du Centre interdisciplinaire d'odorat et de dégustation de l'hôpital universitaire de Dresde. Donc nous sommes en liaison à distance aujourd'hui. Bonjour Coralie. Bonjour, Alors merci de Coralie, m'avoir invité. tout à fait, et nous en sommes heureux. En regardant votre parcours, nous apprenons par exemple que vous avez découvert votre passion pour les neurosciences lors de vos premiers cours de physiologie en licence à l'Université de Besançon. Et après un master 1 en physiologie, neurosciences et comportement, vous avez suivi avec brio apparemment, un master 2 en sciences cognitives fondamentales à Lyon, avant de rejoindre une ville que vous dites adorer. Alors, c'est pas Dresde, c'est Strasbourg, pour passer votre thèse au sein du labo eCube, en intégrant, il me semble, une équipe de recherche qui travaillait sur l'influence des odeurs sur les comportements humains et qui travaillait en particulier avec l'un des leaders de la parfumerie et des odeurs. Et cette influence des odeurs vous a beaucoup motivé au point de vous intéresser plus particulièrement à cette influence sur nos choix alimentaires et qui allait devenir ainsi le sujet de votre thèse. Et maintenant, vous êtes donc docteur. Alors, Coralie, est-ce qu'on a eu en quelque sorte du nez en vous invitant sur un tel sujet? Et on espère qu'après votre présentation, si j'ose dire, nos auditeurs se sentiront bien. Voilà, on vous écoute. Très belle introduction, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité et je remercie aussi le Jardin des Sciences et Neurex pour avoir permis donc cette présentation pour la Semaine du cerveau. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de mon domaine de recherche actuel, puisque je fais ce postdoctorat à Dresde actuellement dans un laboratoire qui est spécialisé sur l'odorat et le goût. C'est donc pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Je ne peux pas le sentir ». Donc, on va commencer. On va brosser en fait 3 points principaux ici. On verra en quoi c'est un problème de perdre l'odorat, comment fonctionne l'odorat et comment on perd l'odorat. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter des maisons de retraite. En tout cas, c'est mon cas parce que j'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère avec moi. Et lorsque je vais lui rendre visite, je suis toujours frappée par le fait qu'une maison de retraite, ça ressemble vraiment à un internat de lycée, c'est-à-dire beaucoup de commérages. Et une fois, lorsque je rendais visite à ma grand-mère, elle commence à me parler d'une de ses amies et elle me dit que cette amie a perdu l'odorat. Cette amie lui a dit qu'elle n'avait plus l'odorat. Et la réaction de ma grand-mère a été « Oh là là, toujours en train de se plaindre, celle-là, c'est pas si grave, on s'en sert presque pas de l'odorat. » Évidemment, pour quelqu'un dont c'est le métier comme moi, tout de suite, ça m'a fait bondir. C'est faux. Tout simplement parce que l'odorat a différentes fonctions. Donc, une fonction alimentaire, une fonction d'alerte et une fonction sociale. Je précise juste dès maintenant que odorat et olfaction, c'est la même chose. Donc, on va brosser. En fait, je vais vous présenter ces différentes fonctions dès maintenant. Donc, la fonction alimentaire, pour commencer,
L'olfaction, c'est un sens de distance, parce qu'on peut sentir des odeurs qui sont assez loin de nous et aussi proches. Et en ce qui concerne la fonction alimentaire, c'est un sens qui informe sur la fraîcheur des aliments. Ça nous arrive très souvent, lorsqu'on sort un aliment du frigo, de le sentir pour savoir s'il est bon à la consommation ou non. Les odeurs, elles influencent aussi la faim et la satiété. Il y a tout un tas d'hormones qui sont en étroite relation avec l'odorat et qui peuvent influencer la faim. C'est l'exemple célèbre qu'on donne à chaque fois du pain au chocolat qu'on va sentir quand on passe devant la boulangerie et qui va nous donner envie de rentrer tout de suite pour acheter ce pain au chocolat ou chocolatine ou petit pain en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Et l'odeur participe aussi, l'odorat participe aussi au plaisir alimentaire. Et pour illustrer cela, j'aurais bien aimé faire une petite expérience avec vous, si nous avions été ensemble. J'aurais fait une distribution de bonbons, mais comme ce n'est pas possible, je vous invite de chez vous à faire cette petite expérience avec moi. Donc, vous allez prendre un aliment, n'importe lequel. Moi, je prends l'exemple du bonbon, mais peu importe. Et vous allez vous pincer le nez. Une fois que le nez est pincé, vous allez mettre l'aliment en bouche, le bonbon par exemple, et vous allez essayer de vous focaliser sur le goût. Ensuite, au bout de quelques secondes, vous allez arrêter de vous boucher le nez et vous allez essayer de vous focaliser à nouveau sur ce goût. Et qu'est-ce que vous remarquez? Par exemple, si je vous ai donné un bonbon au citron, c'est que dans la première phase, vous aviez juste le goût sucré. Et dans la deuxième phase, quand votre nez n'est plus bouché, vous allez avoir tous les arômes, par exemple, de citron qui vont arriver d'un coup. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que l'odorat participe non pas au goût, comme on l'appelle communément, parce que des goûts, il n'y en a que 5, mais à ce qu'on appelle la flaveur, c'est-à-dire une combinaison du goût et de l'odorat. Alors, comment c'est possible ça? Eh bien, c'est possible parce que les molécules odorantes, une odeur, en fait, à la base, c'est une molécule, elles vont devoir atteindre l'épithélium olfactif qui est situé ici, en haut de la cavité nasale. Et pour atteindre cet épithélium olfactif, il va falloir qu'elles passent soit par le nez, c'est ce qu'on appelle l'olfaction orthonasale, soit alors elles ont une deuxième possibilité, elles peuvent passer par une voie en arrière du palais ici, et c'est ce qu'on appelle l'olfaction rétronasale. Quand on met un aliment en bouche et qu'on le mastique, avec la salive qui se mélange, on va avoir une libération de ces composés chimiques qui peuvent passer donc par cette voie et atteindre l'épithélium olfactif. Donc en clair, si on n'a pas d'odorat, on n'a pas de goût, entre guillemets, ce qu'on devrait plutôt appeler en fait la flaveur. Je vous disais aussi précédemment que l'odorat, ce n'est pas seulement pour l'alimentation, mais il y a aussi une fonction très importante d'alerte. On estime environ que chez soi, on peut être soumis à des situations dangereuses à 37% avec une perte olfactive contre 19% sans perte olfactive. Quand on parle de situations dangereuses, c'est du plus ou moins fréquent des incidents en cuisine, par exemple une poêle qui brûle, une ingestion de nourriture avariée, une fuite de gaz, un feu de maison. Alors, il y a quelque chose qui est très important dans la fonction d'alerte, c'est le fait d'être capable de suivre une odeur à la trace. À votre avis, l'homme est-il capable de suivre une odeur à la trace? Eh bien, si, c'est possible, n'en déplaise à Grumpy le chat. Et ça a été démontré par des chercheurs, dont j'ai tiré l'image que vous voyez ici à gauche. Si vous regardez le premier volet à gauche, vous voyez qu'il y a une espèce de trace jaune ici, verticale. Cette trace, elle correspond au trajet d'un faisan. La traînée rouge que vous voyez juste derrière, c'est une trace qui correspond au trajet du chien qui est en train de suivre le faisan par l'odorat. Alors, les chercheurs, ils ont essayé de recréer cette situation pour l'homme, c'est ce qu'on voit sur ce volet à droite ici, et ils ont disséminé dans l'herbe une odeur de chocolat. Donc, c'est ce qu'on voit en jaune ici. Et la trace rouge que vous voyez correspond au trajet d'un humain qui a essayé de suivre l'odeur à la trace et qui s'en est plutôt bien sorti. Donc, effectivement, l'homme est capable de suivre une odeur à la trace. Il y a un autre concept qui est important dans la fonction d'alerte, c'est la congruence avec le contexte dans lequel on sent l'odeur, ou plutôt la non-congruence. Je m'explique. Si vous avez une odeur de fromage, si vous sentez cette odeur de fromage dans un frigo,
c'est plutôt congruent avec le contexte. Si vous sentez cette odeur de fromage dans votre machine à laver, c'est non congruent avec le contexte. Et j'espère que c'est non congruent pour vous, sinon il y a du souci à se faire. Mais en tout cas, donc la non-congruence, c'est vraiment un concept très important parce que quand on sent une odeur qui est non congruente avec le contexte dans lequel on la sent, ça va attirer notre attention. Et donc tout ça, ça fonctionne grâce à différentes formes de mémoire des objets dans l'espace, la mémoire des événements, la mémoire du contexte et un système attentionnel qui nous permet donc de prêter attention à quelque chose. Tous ces systèmes, en fait, ils sont possibles grâce au cerveau. Enfin, donc je vous parlais d'une fonction de communication des odeurs. Eh bien, c'est le parfum. Donc, quand je dis parfum, ce n'est pas uniquement le parfum qu'on se met le matin, mais aussi tous les parfums qu'on retrouve dans nos crèmes, nos shampoings, nos cosmétiques. Ces parfums, ils ont un rôle esthétique pour masquer les mauvaises odeurs, mais c'est aussi des objets de communication, de séduction ou de revendication. Mais on oublie souvent aussi que les odeurs corporelles elles-mêmes ont un rôle de communication parce qu'elles informent sur certaines émotions et sur le statut biologique. Sans même parler de phéromones, parce que c'est un peu controversé dans ce domaine de recherche, mais les odeurs corporelles, en tout cas, c'est un domaine de recherche à part entière et c'est prouvé en fait que ces odeurs peuvent informer sur le statut biologique. Voilà, donc perdre l'odorat, c'est vraiment sérieux, parce que quand on perd l'odorat, on perd, entre guillemets, le goût, ou plutôt la flaveur. On peut avoir des difficultés sociales. Est-ce que j'ai mis trop ou pas assez de parfum? Est-ce que mon odeur corporelle est forte? Est-ce que les autres autour de moi la sentent? Et on a des risques d'incidents domestiques accrus. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne l'odorat. Donc pour cette partie, on va rentrer un petit peu plus dans les neurosciences. Alors j'aime bien commencer en général avec cette citation qui provient d'un film Matrix qui commence un petit peu à dater maintenant, il faut quand même se l'avouer. Et il y a ce personnage Morpheus qui dit dans ce film que le réel finalement c'est ni plus ni moins qu'un signal électrique interprété par le cerveau. Et la perception d'une odeur, c'est vraiment ça, c'est pas la réalité. C'est le cerveau qui recrée une perception en fonction d'indices qu'il pioche dans l'environnement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc avant de rentrer dans le cerveau, on va voir comment l'odeur est traitée en périphérie, avant que l'information ne soit entrée au niveau du cerveau. Je vous ai dit qu'une odeur, c'est d'abord un odorant, donc une molécule chimique, et cette molécule, il faut qu'elle ait un caractère indispensable. Il faut qu'elle soit volatile, c'est-à-dire que plus elle est volatile, plus elle va diffuser dans l'air, et donc elle va pouvoir atteindre l'épithélium olfactif qui se trouve tout en haut de la cavité nasale, comme on le voit donc sur l'animation ici. Donc à gauche, là, vous avez l'épithélium olfactif, donc une figure qui représente cet épithélium olfactif. Il faut vous imaginer que la cavité nasale est en dessous et qu'au-dessus, c'est la voie qui mène au cerveau. Donc quand les molécules arrivent au niveau de l'épithélium olfactif, il va déjà falloir qu'elles traversent une couche de mucus. Ce mucus, il est là juste pour protéger de polluants ou de toxines. Pour traverser ce mucus, elles vont être prises en charge par des petites molécules qui sont des transporteurs qui vont les amener jusqu'aux récepteurs sur lesquels elles doivent se lier. Les récepteurs sur lesquels elles doivent se lier sont au niveau des cils olfactifs qu'on voit ici. Et ces cils, ils sont accrochés à des neurones. Donc, c'est le neurone récepteur olfactif. Il y a aussi d'autres types cellulaires dans l'épithélium olfactif, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Donc, une fois que la molécule elle s'est liée à son récepteur, elle convoyait une sorte de signal chimique, mais cette fois, ça va déclencher une cascade de réactions chimiques dans le neurone olfactif et ça va transformer en fait l'information chimique en information électrique. Et c'est cette information électrique qui va pouvoir transiter dans le cerveau et on va voir les étapes suivantes un peu plus tard. Mais d'abord, au niveau des récepteurs, il y a un codage qui se fait. Donc, pour expliquer ce codage, vous voyez à gauche ici des formes qui correspondent à différentes molécules odorantes. Et à droite, vous avez des petites boîtes qui correspondent à différents récepteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une molécule, si on prend la première,
une molécule peut se lier à différents récepteurs. La première molécule peut se lier au récepteur orange et au récepteur vert. Mais un récepteur, par exemple la première colonne ici, un même récepteur peut lier différentes molécules. Le récepteur ici orange peut lier la molécule numéro 1 ou la molécule numéro 3. Donc, ce n'est pas parce qu'une molécule se lie à un type de récepteur qu'on va sentir telle odeur. C'est en fait la combinaison des récepteurs activés qui va faire qu'on va sentir une odeur de cerise plutôt qu'une odeur de pluie, par exemple. Et une fois que les molécules se sont liées à leurs récepteurs, donc l'information électrique dans le neurone va passer dans une autre structure au niveau du bulbe olfactif, ici. Donc les récepteurs, ils étaient ici au niveau des cils, et ensuite l'information, elle est envoyée au niveau du bulbe olfactif, ici. Et là, on est vraiment dans le cerveau. Le bulbe olfactif, pour l'odorat, c'est la porte d'entrée dans le cerveau. Et au niveau du bulbe olfactif, à chaque fois qu'il y a un neurone olfactif qui est activé, il va y avoir une petite place très spéciale dans le bulbe olfactif dans laquelle l'information va arriver. Et ça va donner comme ça une carte d'activation dans le bulbe. Et en fonction de cette carte, on va sentir plutôt la cerise ou plutôt la pluie. C'est ce qu'on voit ici sur cette animation. Par exemple, ici, la carte d'activation ressemble à un C, donc ça va être une odeur de cerise. Et pour ici, la carte d'activation ressemble à un R, ça va être plutôt une odeur de pluie. C'est juste un exemple schématique. Alors, ensuite, là, on est rentré dans le cerveau, donc je vais devoir faire quelques petits points de base de neurosciences pour pouvoir expliquer les étapes suivantes. Donc déjà, on en a déjà un peu parlé précédemment, mais l'olfaction repose sur des neurones, et les neurones, c'est l'unité de base du cerveau. On dit que c'est une cellule excitable parce qu'on peut la stimuler, que ce soit avec une molécule chimique ou on peut la stimuler avec le toucher, par exemple, ou quoi que ce soit. Elle va être excitée, c'est-à-dire qu'elle va produire un influx nerveux, donc un influx électrique. Et cet influx électrique, ce potentiel d'action, dans le jargon, c'est comme ça qu'on appelle le message électrique, il va transiter donc, tout le long de l'axone, donc c'est cette tige qu'on voit ici, pour aller rejoindre un autre neurone un peu plus loin. Donc l'information va passer de neurone en neurone. Donc ça, c'est pour le neurone. Si on dézoome un peu et qu'on regarde à l'échelle du cerveau, il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau il est divisé en différentes structures et que de manière schématique, certaines structures ne répondent qu'à certaines fonctions. C'est ce qu'on voit avec cette image ici. Par exemple, si on regarde le cortex visuel en vert, c'est une région du cerveau qui va répondre plutôt aux stimulations visuelles. Si on regarde le cortex gustatif, lui, il va gérer plutôt le goût. Donc, il y a des structures comme ça dans le cerveau qui gèrent seulement certaines fonctions. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est déjà bien de comprendre qu'il y a des structures qui gèrent certaines fonctions. Là où je disais que c'était un petit peu plus compliqué, c'est parce que ce n'est pas une structure égale une fonction. En réalité, les structures, elles peuvent fonctionner en réseau. Et dans le cerveau, il y a deux types de réseaux. Il y a les réseaux structurels, c'est-à-dire que deux structures vont être connectées physiquement parce que les neurones sont vraiment connectés entre eux. Et il y a des réseaux fonctionnels. Dans ce cas-là, les deux structures, elles ne sont pas connectées physiquement, mais elles s'activent en même temps pour participer à une même fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça réseau fonctionnel. Et dans le cadre de l'olfaction, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des réseaux structurels très très particuliers entre le système de l'olfaction, le système des émotions et le système de la mémoire dans le cerveau. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, tout à l'heure, on était au niveau du bulbe olfactif, juste ici. Et l'information, une fois qu'elle est arrivée dans le bulbe olfactif, elle va passer dans ce qu'on appelle le cortex olfactif primaire. Donc, ce cortex olfactif primaire, il est composé de différentes structures, donc par exemple le cortex piriforme ou le cortex entorhinal, je ne vais pas toutes les lister. Mais en tout cas, dans ce cortex olfactif primaire, le cerveau va déjà traiter la structure de l'odorant,
et l'intensité de l'odeur. Est-ce que ça sentait fort ou est-ce que c'était à peine perceptible? Ensuite, l'information, elle va passer au niveau des aires limbiques. Et les aires limbiques, c'est par exemple l'amygdale ou l'hippocampe, et c'est des aires qui vont gérer les émotions et la mémoire. Quand l'information olfactive, elle arrive dans ces aires, et bien cette fois, c'est plutôt l'hédonicité qui va être traitée. Et l'hédonicité, c'est est-ce que je trouve que cette odeur est plaisante ou est-ce que pour moi, elle est déplaisante? Ensuite, alors oui, j'avais juste mis cette image parce que l'hippocampe, c'était juste une petite information. On appelle hippocampe parce que ça ressemble à un hippocampe, effectivement. Et ensuite, donc l'information, elle va passer des aires limbiques au néocortex. Donc, c'est plutôt au niveau frontal, en avant du cerveau. Et dans ce qu'on appelle, par exemple, le cortex orbitofrontal. Et dans cette structure, l'information olfactive, cette fois, ce qui va être traité, c'est l'identification. Donc, est-ce qu'on est capable de reconnaître cette odeur et éventuellement de la nommer? Et aussi le contexte. Donc, je parlais du contexte précédemment. Est-ce que c'est congruent avec le contexte dans lequel je sens cette odeur ou est-ce que ce n'est pas congruent? Voilà, donc j'ai vraiment schématisé le trajet de l'information olfactive dans le cerveau. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Il y a plus de connexions, il y a plus d'aires qui sont impliquées et il y a aussi des traitements qui sont en parallèle. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information, au fur et à mesure qu'elle transite dans le cerveau, elle va être, il y a certaines caractéristiques de cette information qui vont être traitées à certains endroits dans le cerveau. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un lien très particulier entre le système de l'olfaction, le système des émotions et de la mémoire. Et tout simplement, ça explique pourquoi les souvenirs olfactifs sont un cas très spécial, parce qu'ils sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus durables et beaucoup plus vifs que n'importe quel autre souvenir sensoriel, et notamment, par exemple, les souvenirs visuels. Donc, pour résumer, la perception d'une odeur, c'est d'abord différentes caractéristiques, l'hédonicité, la familiarité, l'intensité, la qualité. Et ces différentes caractéristiques, elles dépendent de différents systèmes dans le cerveau qui sont traités par des aires différentes. Donc maintenant, on va voir comment on perd l'odorat. Alors, rien de sexy là-dedans. Tout simplement, une des premières causes de perte d'odorat, c'est le vieillissement. Quand on vieillit, on perd au fur et à mesure l'odorat. Donc, c'est ce qu'on voit avec cette figure ici. Donc, dans cette étude, les chercheurs, ils ont listé tout un tas de récepteurs olfactifs différents. C'est les noms un peu barbares que vous voyez ici. Et ils ont essayé de quantifier ces récepteurs. Donc, quand vous avez une couleur plutôt foncée comme le noir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de récepteurs. Et quand c'est bleu clair, il n'y en a presque pas, voire pas du tout. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que l'âge passe, on perd la majorité de nos récepteurs olfactifs. Il faut quand même noter qu'il y a une minorité de récepteurs qui est plus présent avec l'âge, mais c'est vraiment une minorité. On perd la majorité de nos récepteurs olfactifs avec l'âge. Alors, on peut quantifier une perte d'odorat. On peut quantifier une perte d'odorat grâce à certains tests. Il y en existe plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'exécution de ces tests, mais je vais vous en présenter un qui s'appelle le Sniffing Sticks, et c'est un test qui a été développé dans le laboratoire dans lequel je travaille. Ce test, il est subdivisé en 3 tests. Un test de détection, donc qui permet de savoir à partir de quelle quantité d'odorant on est capable de détecter une odeur. Un test de discrimination qui permet de savoir si on est capable de différencier 2 odeurs. Et un test d'identification qui permet de savoir si on est capable de reconnaître et éventuellement de nommer une odeur parmi 4 indices. On présente 4 indices au patient et on lui demande en fait de sentir un des sticks odorants que vous voyez sur cette image et on va lui demander de désigner quel est l'indice qui correspond à l'odeur sentie. Tout ça, en fait, ça va nous donner un score. Donc, il y a 3 scores qu'on va additionner pour avoir un score global et on va pouvoir savoir si la personne est hyposmique, donc ça veut dire qu'elle a un odorat plus faible que la normale. Si elle est anosmique, ça veut dire qu'elle n'a plus d'odorat du tout. Ou si elle est normosmique, donc ça veut dire que son odorat est parfaitement normal. Alors,
ici, ce que vous voyez, c'est le score de discrimination. Donc, plus il est élevé, forcément, mieux c'est, au fur et à mesure de différentes tranches d'âge. Ce que vous voyez, c'est que plus l'âge passe et plus la discrimination décroît. Et c'est la même chose avec l'identification. Donc, plus l'âge avance et moins on est capable d'identifier des odeurs. Il y a juste un petit truc à noter ici, c'est que pendant les premières années de la vie, le score d'identification augmente fortement. Et c'est tout à fait normal parce que on va avoir un répertoire olfactif beaucoup plus important. Et puis, on va commencer à manger beaucoup plus de choses. Donc, forcément, on va être plus capable d'identifier différentes odeurs. Il y a certaines techniques qui permettent de savoir comment le cerveau traite l'information olfactive. Pas uniquement les informations olfactives, mais on s'en sert aussi dans ce cadre-là. Je ne vais pas toutes les décrire, j'en ai choisi une seule, c'est l'électroencéphalographie, ou EEG. Je vous ai dit précédemment que le cerveau il échange des informations électriques. Et quand on envoie une odeur de manière très très brève dans les narines d'un participant, le cerveau il va répondre de manière automatique et on peut mesurer cette réponse avec l'électroencéphalographie en posant des électrodes partout sur le scalp. Et ces électrodes, elles vont mesurer les courants électriques induits par les odeurs. C'est ce qu'on appelle en fait des potentiels évoqués olfactifs. Et ensuite, avec une courbe, on va pouvoir déterminer si le cerveau a bien traité l'odeur comme il le devait. Et ce que vous voyez donc dans ces deux boîtes, donc à gauche et à droite, c'est exactement la même chose. C'est pour vous montrer que les sujets jeunes ont une réponse beaucoup plus ample que les sujets âgés. Ce qui veut dire que le cerveau des sujets âgés traite moins bien l'information olfactive que le cerveau des sujets jeunes. Je vous ai parlé de vieillissement normal, mais il n'y a pas que le vieillissement normal qui nous fait perdre l'odorat. Il y a aussi des atteintes externes. C'est par exemple les traumatismes crâniens, les infections, les sinusites, les polluants, les virus. Rien que ça. Alors évidemment, vous me voyez venir avec l'actualité, je ne pouvais pas ne pas parler de Covid-19. Donc j'ai focalisé la suite de l'explication sur la Covid-19. Alors, vous le savez, le SARS-CoV-2 peut induire des changements d'odorat. Ces changements, c'est soit une hyposmie, c'est-à-dire qu'on a un moins bon odorat que la moyenne, soit une anosmie, c'est-à-dire une perte totale d'odorat. Souvent, c'est assez violent quand même comme perte d'odorat, ce qui se passe. Mais il faut quand même noter que tout le monde ne perd pas l'odorat avec la Covid-19. Ça arrive à peu près dans 50% des cas. En revanche, quand c'est le cas, quand on perd l'odorat à cause de la Covid-19, c'est l'un des premiers symptômes à apparaître. Alors, comment on s'en est rendu compte? Donc, il y a eu plusieurs descriptions dans le monde de perte d'odorat à cette période. Et je vous donne juste un exemple ici qui concerne la France. C'est une étude qui est sortie l'année dernière et c'est justement une équipe de chercheurs français. Et dans cette étude, donc, les chercheurs ont montré que les indicateurs gouvernementaux étaient corrélés à la perte d'odorat. Donc, je vais vous montrer sur cette carte de France. Vous voyez qu'il y a deux couleurs différentes, vert et rouge. Les départements en rouge correspondent aux départements dans lesquels la circulation du virus était très très forte en mars-avril 2020. Et les chercheurs ont apposé sur cette carte des points noirs qui correspondent à des gens, au nombre de personnes qui ont déclaré avoir perdu l'odorat à cette période. Et on voit que les régions dans lesquelles la circulation du virus était la plus forte correspondent aussi aux régions dans lesquelles il y avait beaucoup de gens qui perdaient l'odorat à cette période. Si vous regardez maintenant la figure qui est ici, donc vous avez l'évolution de certains paramètres au cours des semaines de confinement. Et ce que vous voyez en violet, c'est l'apparition des premiers symptômes. Donc, on a un pic au 18 mars. Si vous regardez la courbe en bleu, c'est la perte d'odorat. On a un pic au 21 mars. Ensuite, en orange, vous avez les indicateurs du gouvernement et on voit qu'il y a un pic
au 28 mars. Et en gris, derrière, vous avez les admissions hospitalières. Et il y a un pic au 31 mars. Donc, ce que vous remarquez, c'est que si on s'intéressait à la perte d'odorat, on pourrait peut-être prédire le pic hospitalier une dizaine de jours avant qu'il n'arrive, juste en regardant en fait les pertes d'odorat liées au Covid. Donc, j'ai dit qu'on perdait l'odorat parfois avec la Covid-19, mais en fait, on a une perte souvent totale, mais réversible. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, on va récupérer l'odorat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les récepteurs au virus, les récepteurs qui permettent au virus de rentrer dans le corps, ne sont pas présents sur les neurones olfactifs. Vous vous souvenez de cette image de l'épithélium olfactif? Donc, les récepteurs sont situés sur les cils et les cils sont accrochés aux neurones. Eh bien, quand on quantifie donc, les types de récepteurs du virus, donc ACE2 ou TMPRSS2, donc ce sont deux types de récepteurs au coronavirus. Si on quantifie ces récepteurs, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout présents dans les neurones olfactifs. Ici, là, vous avez plein de types de cellules différentes qu'on retrouve dans la cavité nasale. Et OSN, c'est ce qui correspond aux neurones olfactifs. Eh bien, la couleur nous dit qu'il n'y a pas du tout de ces récepteurs au virus dans les neurones olfactifs. Par contre, il y en a dans d'autres cellules autour. Et en fait, quand vous regardez cette image d'épithélium olfactif, toutes les cellules qui ont autour, qui, elles, ont des récepteurs au virus, donc elles vont être affectées par l'infection au virus, et ça va nous faire perdre l'odorat. Mais comme les neurones en eux-mêmes ne sont pas touchés, on va récupérer cet odorat au fur et à mesure. Je passe maintenant aux maladies dégénératives. Effectivement, c'est aussi un facteur de perte d'odorat, une cause de perte d'odorat. Et par exemple, si on prend la maladie d'Alzheimer, eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les premières structures cérébrales à être touchées par cette maladie sont des structures qui gèrent l'olfaction. Donc, il y a une atteinte olfactive précoce, bien avant les premiers symptômes, par exemple, de perte de mémoire. Donc, c'est une atteinte olfactive à la fois perceptive, c'est-à-dire qu'on a un moins bon seuil de détection aux odeurs, et cognitive, on est moins capable d'identifier les odeurs et on est moins capable de les reconnaître. Et cette hyposmie, elle est valable pour la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lévy. Donc, ça pourrait être un signe avant-coureur de ces maladies dégénératives, ce qui fait que tester les capacités olfactives pour le dépistage précoce des pathologies neurodégénératives pourrait être une bonne idée. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette présentation. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est que la perception olfactive, c'est une intégration cérébrale. C'est vraiment le cerveau qui permet de partir d'un odorant, donc d'une molécule chimique, et d'avoir une perception globale. Ensuite, ce que j'aimerais que vous reteniez aussi, c'est que la perte olfactive, elle peut venir de nombreux facteurs, tels que l'âge, les traumatismes crâniens, les virus et infections et les maladies neurodégénératives. Mais surtout, l'olfaction, c'est un sens sous-estimé qu'il faut bichonner parce qu'il influence nos comportements, il façonne nos souvenirs et notre identité, et c'est une source de plaisir. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ma grand-mère plutôt dans cet exposé, donc Marguerite dans tout ça. Donc, j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi sa copine ne pouvait plus sentir. Est-ce qu'elle ne pouvait plus sentir du tout ou est-ce qu'elle ne pouvait plus sentir que certaines odeurs? Et là, ma grand-mère m'a répondu, « Oh bah, tu sais, elle m'a dit, oh bah, tu connais Robert? Je peux vraiment pas le sentir. Moi, je trouve pas qu'il ait jamais eu une odeur particulière, mais bon. » Alors, vous me voyez venir tout de suite. À votre avis, est-ce que c'est une coïncidence d'avoir la même formulation pour exprimer un sentiment négatif et une perte d'odorat? Moi, je ne pense pas. Merci de votre attention. Bien, merci Coralie. On va passer à quelques questions, si vous le voulez bien. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Là, on vient de parler de l'olfaction avec
les humains, Oui. mais Dieu sait combien on est admiratif de certains animaux qui ont ce qu'on appelle un flair imparable. Je pense bien sûr aux chiens truffiers ou aux chiens qui sont maintenant habilités à découvrir des explosifs, de la drogue, etc. Et puis je crois que dans la nature, ce sont les éléphants qui ont l'odorat le plus poussé. D'où vient cette grande différence? Est-ce une question de gènes, de neurones? Enfin, comment on explique cette grande différence entre les animaux et l'homme pour l'odorat? Alors, c'est une très bonne question. Donc, bon, moi, je ne suis pas spécialiste des animaux, mais je sais qu'on n'a pas tous le même nombre de gènes qui codent pour les récepteurs olfactifs. Il y a beaucoup d'espèces qui ont beaucoup plus de types de récepteurs olfactifs que nous, qui sont donc par conséquent capables de sentir des types d'odorants différents plus que nous. Mais il y a des études qui ont été faites récemment justement pour expliquer que c'est pas vrai de dire que l'homme n'a pas un bon odorat comparativement à d'autres espèces. C'est juste qu'on ne peut pas forcément sentir les mêmes choses, mais à molécules égales, on a un flair assez performant. On est très bon en détection, on est très bon en discrimination. Par contre, on n'est pas très bon pour nommer des odeurs et pour imaginer des odeurs. Et je pense effectivement qu'il y a une explication génétique à la différence de type d'odorant que différentes espèces peuvent sentir. Et ensuite, au niveau cérébral, c'est vrai aussi qu'il y a des différences. Par exemple, chez la souris, le bulbe olfactif, c'est vraiment, ça prend vraiment presque toute la place dans le cerveau. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des différences au niveau cérébral. Voilà, alors on peut même en profiter pour rebondir avec une autre question. Vous vous en doutez aussi, ce qui nous intéresse, c'est de parler de ce qu'on appelle les fameux nez, que ce soit en parfumerie ou en œnologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce que c'est un entraînement qui fait que ces gens-là sont beaucoup plus performants? Mais je crois que si on regarde un peu les nez de parfumeurs, finalement, ils ne sont pas si nombreux sur la planète, hein. C'est quelques centaines, 300 au niveau mondial, qui sont vraiment des nez réputés. Est-ce que c'est juste de l'entraînement? Est-ce qu'on pourrait être, nous, quelque part, des nouveaux nés, si j'ose dire, en parfumerie ou en œnologie, ou est-ce que c'est fichu, quoi? C'est vraiment des êtres exceptionnels. Alors, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux parce qu'il y a une part d'entraînement forcément. Il y a quelque chose de très intéressant avec l'olfaction, c'est que c'est un... Donc déjà, le cerveau est plastique, mais l'olfaction a la capacité, dans l'épithélium olfactif, les neurones olfactifs ont la capacité de se régénérer. De même, plus loin dans le cerveau, au niveau de l'hippocampe, du centre de la mémoire, il y a aussi des neurones qui se créent régulièrement. C'est en fait les deux seules régions cérébrales dans lesquelles il y a des nouveaux neurones. Et par ailleurs, dans le cerveau, pas uniquement dans ces deux régions, il y a une plasticité, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles connexions qui se font tout le temps. Donc quand on entraîne son odorat, forcément on est meilleur et je pense en fait que les nez ont une capacité à entraîner leur odorat, à avoir un répertoire olfactif vraiment plus important que la moyenne parce qu'ils l'entraînent régulièrement, ils entraînent leur cerveau à ça. Après, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, je n'ai pas lu d'études qui mentionnaient ce fait, mais j'ai le sentiment que peut-être aussi qu'il y a une prédisposition justement à la plasticité pour certains, peut-être. On peut continuer à rebondir comme ça parce que on peut aussi se poser la question, est-ce que du coup, quand il y a une pathologie sur de l'olfactif, Mhm. est-ce qu'on peut imaginer, comme on a pu le voir ici et là, des coachs en rééducation olfactive? Tout à fait. C'est une possibilité. Et c'était votre question, c'est ça? Oui, oui, est-ce que ça existe vraiment Oui, et, oui. et comment ça fonctionne finalement? Comment est-ce qu'on rééduque des pathologies? Est-ce qu'on arrive à rééduquer quelqu'un qui a eu une anosmie, c'est-à-dire vraiment la perte totale, ou est-ce qu'on a pu le faire que ceux qui ont une perte partielle? Comment est-ce que ça s'articule?
Alors, on peut utiliser l'entraînement olfactif, c'est assez efficace, pas pour tout, mais pour un bon nombre d'atteintes, c'est possible. On peut utiliser l'entraînement olfactif dans les maladies neurodégénératives, on peut l'utiliser lors d'une perte d'odorat liée à la Covid, ça marche pas mal. On peut utiliser aussi quand on n'a pas forcément de cause, j'en ai pas parlé, mais parfois on perd l'odorat et il n'y a pas de cause précise. En fait, le principe, c'est de dénicher des odeurs qui peuvent stimuler un nombre suffisant de récepteurs pour essayer de balayer tous les types de récepteurs olfactifs qu'on a. Dans le laboratoire, on a un entraînement olfactif qui utilise 4 odeurs. On utilise 4 odeurs différentes et on va les sentir 2 fois par jour pendant 3 mois, le matin et le soir. Et ça suffit en fait à réentraîner le cerveau à créer de nouvelles connexions et aux neurones olfactifs à se reproduire. Donc on va récupérer un peu de fonction, mais par contre, c'est pas miracle. On va pas récupérer, si on part de très très loin, on va pas récupérer l'intégralité de son odorat. Et en ce qui concerne l'anosmie, c'est généralement difficile. C'est plutôt indiqué pour l'hyposmie. Mais on peut récupérer un peu de fonction olfactive. Ça ne va pas être forcément la capacité de sentir toutes les odeurs possibles et inimaginables, mais d'avoir un percept, de réussir à distinguer quelque chose. Je ne sais pas si j'ai loupé l'information, mais un nez, par exemple, peut en moyenne mémoriser combien d'odeurs? On le sait, ça? Alors, peut-être qu'on le sait, je n'en ai aucune idée. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas du tout. Ça doit dépasser quand même le millier, je pense. C'est possible, oui. On a déjà 400 récepteurs, 400 types de récepteurs olfactifs différents, fonctionnels. Et après, c'est une histoire de combinaison. Donc, il y a des combinaisons possibles, pas à l'infini, mais un très, très grand nombre de combinaisons possibles. Donc, j'imagine que oui, un nez peut sentir plus d'un millier d'odeurs. Ça ne m'étonne pas. Et inversement, alors vous connaissez la formule qui dit, par exemple, l'argent n'a pas d'odeur, mais est-ce que finalement on trouve quelque chose qui n'a pas d'odeur? Est-ce que on peut aussi ne pas s'alarmer parce que véritablement on est en face d'une substance, d'un objet, de Oui, quelque tout chose à qui n'a fait. vraiment pas d'odeur? Tout à fait. C'est le cas, par exemple, du monoxyde de carbone. Les intoxications au monoxyde de carbone, c'est justement et c'est pour ça aussi que artificiellement, on va ajouter des odeurs parfois dans certains gaz. Et ça, on peut le constater également sur l'analyse que l'on fait du cerveau, des neurones, etc. On retrouve l'absence de cette odeur, on arrive à l'illustrer dans la recherche. Je, C'est plus dur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une signature qui fait que dans notre cerveau, on ne perçoit pas, qui pourrait peut-être permettre, qui sait, à étudier encore mieux la perte d'odorat, j'en sais rien, je dis. Une signature de la non-olfaction, c'est ce que vous Ouais, dites? ouais, mais qui serait une non-olfaction tout à fait naturelle, mais qui en même temps, est-ce que ça pourrait pas permettre de mieux comprendre la perte, dans ce cas-là, d'une olfaction? J'émets une hypothèse que je ne connais pas, hein. C'est une bonne idée. Et je pense que les techniques de neuroimagerie, comme ce que j'ai présenté avec l'électroencéphalographie, il y a aussi une autre technique, l'IRM fonctionnel, où là, on peut vraiment voir quelles sont les structures dans le cerveau qui s'activent. Peut-être qu'en diffusant une odeur qui n'a pas d'odeur, enfin un composé, pardon, qui n'a pas d'odeur, de voir ce que ça provoque dans le cerveau. Je pense que ça a certainement déjà été fait, mais je n'ai pas connaissance d'études à ce sujet. Enfin, je ne les ai pas lues, en tout cas. Bien, bah, je crois qu'on va conclure. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, il me reste, Coralie, à vous remercier de votre intervention et tout ce que nous avons pu apprendre sur notre odorat, Merci et à vous beaucoup. souhaiter une bonne continuation dans ces recherches là-bas à Dresde. Et on vous remercie au nom de toute l'équipe du Jardin des Sciences pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, j'ai été ravie.